Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture de juillet et août. Donc, 2 mois en une seule vidéo parce que j'ai eu le déménagement, etc. Cette vidéo sera pas forcément très longue parce que j'ai très peu lu au final puisque j'ai été pas mal occupée. Là, pour cette vidéo, je vais avoir, si je dis pas de bêtises, seulement 4 ouvrages à vous présenter. On commence sans plus tarder. Le tout premier roman que j'ai lu, je ne l'ai plus parce que je l'ai revendu, mais j'ai lu Vengeance Express. Le nom de l'écrivaine, j'ai carrément oublié, donc je suis désolée. De toute façon, vous avez l'image juste là. C'est un polar qui se déroule, comme vous l'avez remarqué la couverture, dans un train. En fait, on a, si je me rappelle bien, Anna, le nom de l'héroïne, qui en fait veut se venger parce que son père a été victime tout simplement d'un sabotage. L'un de ses trains a été trafiqué et donc a eu un accident, mais très grave, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Et donc suite à cela, il a absolument tout perdu et il a même été carrément après assassiné en prison. Et donc Anna veut se venger parce qu'elle sait qui sont les personnes en fait qui ont trahi son père et sa famille. En gros, c'est ça le speech si je le fais très court, très rapide sans donner de spoiler. Mais donc, Anna décide de faire un énorme plan vraiment à grande échelle et en gros de louer l'un des trains qui appartenait à son père. Et donc ce train qu'elle va grosso modo privatiser, elle va y inviter les différentes personnes concernées qui ont trahi la famille. Donc toutes ces personnes-là vont se retrouver dans le même train. Certains ont un peu des pistes, des soupçons de qui les a invités, puisque forcément l'invitation qu'elle a envoyée est assez menaçante. Mais très vite, le plan d'Anna va un peu tomber à l'eau parce que un meurtre va très vite survenir au sein du train. Et Anna ne sait pas qui a commis le meurtre. Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu la panique puisque il y a un meurtrier parmi eux, on ne sait pas qui est le meurtrier et on ne sait pas qui est la prochaine victime. Je n'en dis pas plus. Je n'ai pas trop aimé parce que et pourtant, Dieu sait que je n'ai pas eu beaucoup de polars dans ma vie. J'ai trouvé que c'était pas si original que ça. Et pourtant, je ne suis pas une experte dans le domaine, quoi. Mais, j'ai pas trouvé ça original. C'est-à-dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un peu une impression de déjà vu. Euh, donc ça ne m'a pas surpris plus que ça, malgré certains rebondissements qui, pour le coup, m'ont un peu surprise puisque je ne m'y attendais pas. Voilà, ça m'a pas tant plu que ça. Ce qui aussi probablement a contribué au fait que j'ai été assez déçue par ce roman, ce sont les personnages que pour beaucoup je n'ai pas trouvé très charismatiques, notamment Anna elle-même, hein, l'héroïne. L'héroïne m'a assez souvent agacée et puis j'ai eu du mal en fait avec sa personnalité que j'ai trouvé un peu, comment dire, contradictoire. C'est-à-dire que parfois je la trouvais extrêmement antipathique, limite presque comme si c'était une pathologie. Et à d'autres moments, je l'ai trouvée très empathique. Je me suis dit, mais c'est fou, enfin, pour ça, tu as été complètement déconnectée, éteinte, tu en avais rien à faire, vraiment un robot, voire un monstre. Et là, tu es ému, tu es touché, d'accord. Donc, ça dépend, ok. Enfin, vraiment, j'ai eu du mal avec ça. Plus même sa personnalité en elle-même, j'ai pas trop accroché. Je sais pas, j'ai eu du mal en fait à moi-même ressentir en fait de l'empathie pour elle et pour son histoire. Certains personnages parmi les méchants sont extrêmement caricaturés, je trouve. Donc c'est aussi pour ça peut-être que j'ai eu un peu de mal parce que je me suis dit ok lui je sais quel type de personnage c'est bon j'ai tout compris. Et en fait j'ai un peu du mal avec ce genre de personnage là parce que bien sûr qu'il y a toujours un peu une part de cliché dans les différents personnages qu'on dépeint, mais pour moi, trop de clichés, trop de caricatures, ça tue tout parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas apporter avec ton histoire si tu proposes des personnages aussi stéréotypés? Et en général, malheureusement, pas grand-chose, c'est assez creux en fait. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. En plus, certaines explications, rebondissements, je les ai trouvées peut-être un peu trop tirées par les cheveux, voire un peu limite. Je me suis dit, ouais, on va l'accepter ton explication, mais je suis pas sûre que ça marche réellement vu tout ce qui s'est passé avant. Enfin voilà. Donc j'ai pas trop apprécié, donc je l'ai vite revendu. Voilà.
On continue avec le deuxième roman que j'ai lu et que pareil, je n'ai plus, je l'ai revendu très vite. C'est un genre que je ne lis jamais. Ça m'est arrivé par le passé d'en lire, mais ça faisait au moins 7 ans que j'en avais pas lu. J'ai lu ce que je considérais dans la catégorie ouais, new romance, voire même érotique. Même si là encore, franchement, parce que j'ai quand même lu la moitié, je suis allée jusqu'à la moitié, j'ai persévéré. Et franchement, il n'y avait rien. Donc voilà. Après, sur la quatrième de couverture, ils disent que c'est de la comédie romantique. Bon. J'ai lu le tome 1 de la saga Campus Drivers, écrit par C.S. Quill. Et voilà, j'ai abandonné. Parce que je peux vous faire un résumé. Enfin, si, allez, je vais faire un résumé très rapide. On a une héroïne qui s'appelle. J'ai déjà oublié le prénom. Mais voilà, on a une héroïne qui a un petit ami depuis le lycée ou même le collège. Ils ont emménagé ensemble sur le campus universitaire, sauf que juste avant la rentrée, qu'est-ce que fait son copain? Il la largue. Voilà, parce que clairement, il veut vivre d'autres choses, il a besoin d'aventure, bref. Bon. Enfin, peu importe, je justifie pas son comportement, mais il la largue, quoi. Sauf qu'elle se retrouve sans logement. Et elle va se retrouver sur le chemin de l'un des membres du fameux Campus Drivers. En gros, c'est des étudiants, un groupe de garçons, qui font les chauffeurs taxi pour les étudiants et ils ont un énorme succès auprès des filles. Je vous fais pas de grands dessins, vous avez compris ce qui se passe parfois dans ces voitures et dans leurs chambres, quoi. Voilà. Et je vais pas voilà, expliquer tout ce qui se passe, mais il finit par en gros lui offrir son canapé pour la dépanner en attendant de trouver un logement. Ils se détestent clairement au début, ils peuvent pas s'encadrer et puis petit à petit, voilà, ils vont commencer un peu à être proches en mode amis, mais bon, très vite on comprend que il y a un peu plus que ça. Pourquoi j'ai pas aimé, que j'ai abandonné, que j'ai revendu direct? Parce que c'est pas du tout fait pour moi en fait, parce que et j'espère que les gens qui aiment ce genre d'histoire ne vont pas se vexer, ce n'est pas une critique et une atteinte à votre personne. Mais pour moi, ce genre de roman, c'est... Et encore lui, ça va parce que j'en ai lu où parfois c'était tous les 2 chapitres, il y avait juste du cul et du cul et du cul. Qui ça pour moi, pardonnez-moi, par contre là je suis claire et nette, pour moi c'est pas de la littérature, c'est juste du pornographique. Voilà, c'est du porno littéraire, si vous voulez, voilà. Du porno textuel. Bon, là, comme c'est plus une comédie romantique, c'est un peu différent. Mais pour moi, c'est quand même pas de la grande littérature dans le sens où bah, la plume de l'écrivaine, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est un style en plus très familier. En fait, on dirait que. En fait, c'est un langage très oralisé, si je puis dire. On dirait en fait que c'est quelqu'un qui parle à l'oral. En fait, une transcription de quelqu'un qui parle comme si, moi, voilà ce que je dis. C'est écrit, c'est tapé, et en fait, c'est un roman, grosso modo. Donc j'ai eu du mal avec ça parce que bah ça faisait. Enfin en fait ça me rappelait les fictions sur Wattpad ou des trucs comme ça que je pouvais lire quand j'étais ado. Et puis même les personnages sont très vulgaires, je trouve. Il y a beaucoup de gros mots, un langage très jeune, et pourtant je suis jeune, mais enfin je sais pas, j'ai eu du mal en fait. C'était trop vulgaire, trop familier, un peu trop enfantin au final, je trouve quand même. Enfin, je sais pas, pas très mature en tout cas émotionnellement parlant. J'ai pas aimé, mais au moins je sais que même les comédies romantiques, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi parce que je pense que même si plein de comédies romantiques ne sont pas vulgaires à proprement parler, c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse en fait parce que c'est pas intéressant en fait, c'est la vie des gens de tous les jours, banale et qui se rencontrent, qui se chamaillent, et puis qui tombent amoureux. Enfin, c'est un peu ça. En fait, bah, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Ça me stimule pas là, donc je... Non merci. En revanche, ma troisième lecture, là on est sur un coup de cœur. Là j'ai beaucoup aimé. Et on est sur encore une écrivaine française. J'ai lu le tome 3 et c'est le dernier tome puisqu'il s'agit d'une trilogie de Absolu. Celui-ci s'intitule Les Éveillés et donc c'est écrit par Margot Dessen. On est sur une dystopie young adulte. Je vous ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2. Si jamais je vous mets le lien vers le tome 1 pour que vous puissiez aller voir. Mais j'ai adoré. Le tome 1, j'avais eu un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé. Voilà.
je vous invite à aller voir la vidéo si je ne l'avais pas vu. Le tome 2, j'avais moins aimé déjà parce que j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de lenteur. Mais j'ai l'impression que c'est typique des dystopies en trilogie. Parce que Hunger Games, encore le tome 2, c'était pas le cas, c'était le tome 3 d'Hunger Games où il y avait des lenteurs. Mais bon, il y avait des lenteurs. Divergent, je me rappelle quand j'étais ado, le tome 2, il était ultra long, il se passait rien. Donc bon, je me suis dit, le tome 3, de toute façon, c'est obligé avec tout le blabla qu'il y a eu, toutes les explications, la mise en place justement dans le tome 2, forcément que le tome 3, ça va bouger. Et ça va bouger beaucoup, tout le temps, sans arrêt. Et donc j'ai beaucoup aimé. Pour l'histoire, je vais pas faire de résumé parce que là c'est le tome 3, donc je vais pas spoiler, mais juste pourquoi j'ai adoré. Parce que, en fait, comme ce que j'avais remarqué et apprécié dans le tome 1, l'écrivaine se permet de tester et de faire des choses que beaucoup d'auteurs ne font pas forcément. En fait, elle prend des risques. Et j'adore ça. C'est-à-dire que, bon, on a encore des personnages qui meurent, donc c'est assez surprenant. Mais surtout, c'est en fait la tournure des personnages dans le sens où l'évolution de certains est très étonnante, mais en même temps très cohérente. Et en fait, ce que j'aime, c'est que l'écrivaine n'hésite pas à modifier un peu, comment dire, enfin, en fait, par exemple, les gentils ne sont pas gentils du début à la fin, et les méchants ne sont pas que des méchants et ils restent des méchants jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vraiment, les personnages grandissent et évoluent, certains pour prendre justement un chemin plus vertueux, et d'autres, à contrario, un chemin beaucoup plus chaotique et destructeur. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que pour certains personnages, j'ai été surprise, mais j'ai aimé ça parce qu'au final, j'ai trouvé ça super intéressant de les voir en fait prendre le mauvais chemin. Certains, clairement, prennent les mauvaises décisions et ils en payent les conséquences. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je vais pas forcément mentionner les personnages en question pour ne pas spoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que tous les personnages évoluent, même certains qui étaient secondaires et qui étaient un peu considérés comme les grands méchants mais sans trop savoir pourquoi. On voit que au final il y a eu un certain parcours qui a été fait en fait justement, et je sais pas, j'ai trouvé au final donc les personnages très bien développés et aboutis. Et donc forcément quand les personnages, je me les trouve très bien justement décrits et présentés dans un roman, forcément qu'on va beaucoup plus facilement aimer l'histoire. Et en plus de ça, le scénario, il y a eu des rebondissements et des révélations que j'ai adoré parce que non seulement j'ai été surprise, mais en plus de ça, j'ai trouvé ça extrêmement cohérent. Et moi-même, je me dis, mais il faudrait trop maintenant que je relise le tome 1 parce que autant il y a des choses que je n'avais pas remarquées que maintenant je vais justement percevoir et comprendre, et je me dire, mais oui, mais en fait, ça, c'est tel ou tel truc, ou ça explique que. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant et ça rend vraiment tout cet univers qu'elle a créé, l'écrivaine, vraiment très complet et super intéressant. Il n'y a pas de raccourci hasardeux ni quoi que ce soit, et on sent que ça a vraiment été réfléchi sur le long terme. C'est-à-dire que déjà quand elle avait écrit son tome 1, elle savait des choses qui n'arrivent ou qui ne sont expliquées après que dans le tome 3. Vraiment une vision à long terme, et donc j'adore. Et puis aussi, comme ce qui peut être souvent un peu le défaut de beaucoup de dystopies et qui là justement n'est pas le cas, on n'est pas dans une vision manichéenne où il y a les gentils et les méchants, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Là, on a vraiment ce côté ambigu où tous les clans, en gros, ont des qualités et des défauts, et en fait, c'est très relatif en fait, dans le sens où c'est pas qu'on excuse les démarches de certains, mais on comprend pourquoi ils font telle ou telle chose. On ne dit pas forcément que c'est bien, mais on comprend. Et on se retrouve dans 2 secondes. Je vous parle de mon 4e et dernier roman que je suis en train de terminer toute fin août, Le Passeur, écrit par Lois Lowry, que j'ai quasiment fini. Donc petite coupure et je vous en parle.
On se retrouve un autre jour dans le deuxième décor comme je l'avais présenté dans le tour de ma bibliothèque. Je vous mets un lien rapidement par là si vous l'avez pas vu. Et donc parlons de Le Passeur ou The Giver en anglais écrit par Lois Lowry, qui est en fait un premier tome d'une quadrologie, je sais pas si ça se dit pas, je mettrai le vrai terme là. C'est une dystopie techniquement pour les enfants, ou du moins quand l'écrivaine a écrit cette histoire, elle pensait que ce serait vraiment adapté pour des enfants puisqu'elle écrit des histoires pour enfants depuis très longtemps. Et en fait, elle s'est très vite rendue compte que ça parlait énormément aux adultes également et que c'est assez sombre quand même comme histoire. Mais donc, de quoi ça parle? On est en gros dans une sorte de communauté, ou du moins d'une société, où il n'y a plus de couleurs. Et puis surtout, personne ne sait réellement, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avant la communauté, dans le sens, en fait, l'histoire avec un grand H, personne ne sait rien. Les gens vivent dans l'instant présent. Il y a des règles très strictes, par exemple, on peut pas récupérer un morceau de pain qui traîne, par exemple, à la cantine, sinon on enfreint la règle et on peut se faire punir. On n'a surtout pas le droit de mentir. Tous les ans, les enfants vont à l'école, apprennent des nouvelles choses et puis, par exemple, je crois que c'est quand les enfants ont enfin 9 ans, on leur offre leur premier vélo qu'ils ont enfin le droit de monter, puisque avant, techniquement, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de monter sur un vélo. On n'a pas le droit de leur apprendre à faire du vélo. Et puis, en fait, ça va jusqu'aux 12 ans. Et aux 12 ans, il se passe quelque chose de très important qui est, en fait, le moment du choix de leur future carrière. Puisque dès l'âge de 12 ans, on va leur dire, tu vas faire tel ou tel métier. Et à partir de ce moment-là, ils sont formés pour exercer le futur métier qu'ils garderont toute leur vie jusqu'à ce qu'on appelle plus ou moins la retraite. Sauf qu'en réalité, pareil, cette retraite, c'est un peu particulier puisque passé un certain âge, on... alors, je sais pas quel serait le terme en français, parce qu'en anglais, c'est le terme released. Est-ce que c'est réellement on libère, on relâche les vieilles personnes hors de la communauté? Voilà. On ne sait pas où est-ce qu'elles finissent, est-ce qu'elles partent ailleurs? Justement, tout le monde sait qu'il y a un ailleurs qui existe quelque part, en dehors de cette fameuse communauté, mais personne ne sait à quoi elle ressemble. Vraiment, c'est très fermé. C'est vraiment la communauté, et ça s'arrête là. Et puis, pour vraiment montrer que bon, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez dictatorial, puisque les gens n'ont aucun choix, mais les gens, en fait, je pense, ne s'en rendent même pas compte, et en fait, ne sont pas dérangés par ce concept-là, c'est que euh, les familles n'ont le droit que d'avoir 2 enfants, un garçon, une fille. Il faut faire des demandes très spécifiques et surtout, en fait, ce ne sont pas les familles elles-mêmes qui conçoivent l'enfant, c'est une femme dont c'est son métier. Il y a les fameuses mères pondeuses, si je puis dire, qui ont la mission de donc faire naître des enfants qui seront ensuite donnés, clairement redistribués, j'ai même envie de dire, dans d'autres familles. Donc vous voyez un peu, je vais pas tout vous raconter non plus tout le système, comment il fonctionne, mais voilà, on est clairement dans une société dystopique, totalitaire. Mais donc nous avons Jonas, qui va arriver sur ses 12 ans, et qui est un garçon très intelligent, très observateur, mais bon, jusque-là, on se dit, bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour lui. Bon, en réalité, si on a lu le résumé, on sait très bien ce qui va se passer pour lui. Mais donc, la fameuse fête des 12 ans arrive, et on annonce à Jonas qui va devenir le receveur, ou du moins celui qui reçoit les souvenirs. Mais en fait, c'est un rôle assez mystérieux puisque dans la communauté, il n'y a qu'une personne qui détient les souvenirs, justement. Et donc là, on a justement un vieil homme qui est actuellement celui qui détient les souvenirs, qui va en fait passer la flamme à Jonas, qui va devenir le nouveau réceptacle, si je puis dire, des souvenirs. Donc nous-mêmes en tant que lecteurs, on ne sait pas trop ce que c'est insinueux, et en fait, c'est très facile, enfin c'est pas un spoil, et c'est très facile, c'est que ce vieil homme détient les souvenirs justement de l'histoire avec un grand H. Et donc Jonas va devenir le réceptacle, il va recevoir tous ces souvenirs-là, sauf que ça va engendrer de grandes conséquences puisque Jonas va ouvrir les yeux sur sa propre communauté, mais aussi sur ce dont est capable l'homme dans la vraie vie, et en même temps toute la manipulation qu'il y a au sein même de sa communauté. Est-ce que les gens sont réellement méchants ou est-ce qu'ils ne sont pas juste ignorants?
ce qui fait qu'ils commettent certains actes sans même comprendre réellement eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. Donc plein de questionnements comme ça, et en réalité un très beau message derrière pour passer donc sur mon avis, qui est que justement le but de cette communauté, c'est justement d'avoir des gens qui vivent plus ou moins en parfaite symbiose, avec jamais le moindre conflit, jamais le moindre problème, sauf qu'en réalité, pour avoir ce genre de communauté soi-disant utopique, bah en fait, on est sur quelque chose de très tyrannique où les gens doivent respecter des règles très strictes, et où en réalité, les gens sont tellement ignorants que leur ignorance les prive des émotions. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que l'écrivaine nous dit, mais les souvenirs sont extrêmement précieux parce que justement, c'est en ayant les souvenirs de ce qui s'est passé avant nous, de nos ancêtres et des gens qui nous entourent, que on apprend. Puis l'écrivaine, en fait, nous montre que justement, le fait de priver les gens de plein de choses, de vraiment leur offrir un cadre très précis, très réglementé, ça fait qu'au final, ben, voilà, les personnes sont ignorantes et ne sont pas capables de ressentir des émotions aussi primitives, j'ai envie de dire, que la colère, l'amour, la joie, que ce sont des concepts que les gens ne sont plus capables de comprendre, comme de développer de l'empathie pour autrui. Et puis, si je dois conclure, disons que ce roman parle aussi de l'importance du libre arbitre, dans le sens où en gros, alors je relativise pas non plus à 100%, mais dans le sens où l'homme est certes capable de choses terribles, mais aussi capable de choses très belles, notamment au niveau des émotions, en fait, d'aimer, juste l'amour, aimer son prochain, rendre des services, être en connexion avec l'autre, donc l'empathie, tout ce genre de choses-là, et qu'en fait, même si, voilà, l'homme peut faire des choses mal, il peut faire de très bonnes choses, et donc c'est tellement important de garder son libre arbitre, parce que si on veut à tout prix, en fait, éviter justement que des choses affreuses, soi-disant, soient commises, on finit juste par ne plus rien ressentir et ne plus vivre en réalité, et on finit juste des machines où, voilà, dès notre naissance, et avant même en réalité notre décence, notre avenir est déjà déterminé. Comme ce que je vous ai dit pour, voilà, ces histoires où on vous choisit quel est votre travail, on vous donne un enfant, c'est même pas vous qui pouvez concevoir votre enfant, il y a toutes les règles à respecter, enfin bref. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce roman, parce qu'en plus je me dis, il est vraiment accessible pour des enfants, et donc je trouve ça super intéressant que des petits puissent, enfin des enfants d'entre 10 et 12 ans minimum quand même, hein. Mais voilà, que déjà des jeunes, parce qu'à 10 ans quand même on est petit, on est en sixième, donc bon. Mais voilà, que des petits puissent lire ça et déjà en fait comprendre certains messages, je trouve ça génial. Et en tant qu'adulte, pareil, ça nous parle énormément sans que ce soit enfantin, parce que vraiment je trouve ça même dur. Je me dis, un enfant qui a 10-12 ans, peut-être que il percevra pas tout justement, et j'espère, parce que c'est quand même très très sombre. Mais j'ai adoré en plus les personnages. Jonas, en fait c'est un garçon tellement intelligent. Et alors pour le coup, parce que souvent c'est ce qu'on peut avoir un peu crainte, c'est que justement comme c'est un livre aussi qui est très bien adapté pour les adultes, c'est qu'on est un personnage, donc là en l'occurrence un enfant de 12 ans qui en fait soit mature comme un gamin de 18 ans limite. Enfin non, ça va, il fait vraiment bien pour son âge. Bon, je pensais que c'était un one shot, ça n'en est pas, donc je suis obligée de lire la suite, donc j'ai dû commander la suite, donc je lirai les autres tomes très prochainement, je pense, pour pas tout oublier. En tout cas, c'est encore une très belle, très chouette découverte en dystopie, vous savez que j'adore ça, et donc là encore une pépite. Après, c'est considéré plus ou moins comme un classique des temps modernes, mais un classique au niveau de la littérature anglophone. Donc je suis contente de l'avoir enfin lu depuis le temps. Et ça m'encourage à en lire d'autres, parce que j'en ai d'autres de dystopie qui sont un peu considérés comme des classiques, mais contemporains, quoi. Qu'il faut vraiment lire, quoi. Donc je vais m'y mettre prochainement. On va donc s'arrêter là. Ça y est, c'est fini pour mes lectures de juillet et août. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. On a une première moitié très décevante, on va dire, et une deuxième moitié très convaincante. Et n'hésitez pas dans les commentaires à réagir, que ce soit pour me dire si certains de ces romans vous donnent envie ou pas, est-ce que vous aimeriez les lire.
Est-ce que vous les avez lus? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis aussi à me partager vos lectures. Est-ce que entre juillet et août, vous avez eu des gros coups de cœur? N'hésitez pas à soutenir la chaîne pour lui offrir un peu plus de visibilité, que ce soit en likant, en partageant ou en vous abonnant. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.